Mais bon. Je commence par partager mon écran avec vous. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Très bien. Très bien. Donc, un petit rappel rapide sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent dans la régression linéaire. Donc, dans la régression linéaire, on a imaginé une fonction. Donc, cette fonction qui est la fonction d'une ligne et qui va euh, par laquelle qui va traverser le plus grand ensemble de données possibles. Et les données donc sont composées chaque donnée, chaque exemple est un descripteur, est un vecteur descripteur. Donc, on a parlé de régression univariée, puis on a étendu ça vers la régression multivariée, et on a juste rajouté donc, à notre fonction de coût notre au lieu d'avoir donc un x à deux dimensions, x0 et x1, on a rajouté donc de x1 jusqu'à xn, et ça nous a permis de calculer une nouvelle fonction dérivée du coût, qui était donc la dérivée que je multiplierai par xj. Donc la dérivée, donc la même dérivée que celle par rapport à x0, mais à chaque fois je multiplie par xj. Et donc on a appliqué donc l'algorithme de la descente du gradient pour une régression à plusieurs variables. Alors pour la démonstration, donc il reste normalement 2 étudiants qui continuent à faire des démonstrations. C'est très bien pour les 2 étudiants, mais donc je vais garder ça encore un peu de temps pour ceux qui veulent réfléchir à cette démonstration. Et donc, je vous ai dit donc durant le dernier cours que c'était pas possible de trouver la fonction du coût. En fait, c'est pas possible lorsque je vois les données. Donc, à chaque fois que je vois une donnée, je cherche un nouveau coût et je cherche la descente du gradient. Et c'est exactement ce que j'avais dit par rapport à une forêt. Vous êtes sur une forêt. Dans une forêt, il y a beaucoup d'arbres. Vous ne voyez pas bien et vous voulez descendre une montagne ou une pente. Et vous voulez arriver jusqu'au fond. Et la fonction, donc vous n'avez pas de map, vous n'avez pas de carte géographique pour voir donc toute la falaise, ce qui vous empêche de voir où vous allez vous diriger directement. C'est pour ça que l'algorithme de la descente du gradient va à chaque fois, à chaque paramètre, va essayer de chercher où est la pente, où est la plus petite, où est le minimum. Et donc on fait une descente petit à petit jusqu'à arriver au minimum. Et effectivement, donc on ne peut pas voir toute cette fonction lorsqu'on voit donc paramètre par paramètre ce que fait la descente du gradient. Et suite à la remarque de votre camarade, donc à la base, je voulais passer l'équation linéaire, l'équation normale, pardon, parce que je voulais passer à autre chose. Mais suite à la remarque de votre camarade, donc je préfère qu'on rentre un petit peu dans ça, mais très brièvement. Donc, au lieu de chercher en utilisant la descente du gradient, donc étape par étape et paramètre par paramètre, on a une fonction qui est un peu plus coûteuse, un peu plus coûteuse, dépendant et de la taille du descripteur et de la taille de notre ensemble de données, et qui va justement appliquer la fonction qu'on a l'habitude de voir. Donc, si vous avez f de x qui est égal à x au carré plus 2x, qu'on veut trouver donc le minimum, l'extrémum de cette fonction, comme on a l'habitude de faire avant la descente du gradient, donc on calcule la dérivée et on met la dérivée égale à 0 et on cherche notre x optimal. Donc, c'est exactement ce que fait l'équation normale, mais d'une façon un peu plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une fonction simple, mais on a une matrice, à vrai dire. Donc,
Je reviens au slide précédent. Donc, la descente du gradient cherche le gradient du coût à chaque itération. Mais donc, si on voulait trouver les meilleurs paramètres, donc mon θ0, θ1 jusqu'à θn, si on voulait les trouver en une seule fois, sans passer par toutes ces itérations, donc on devrait aller utiliser donc, une méthode analytique qui s'appellerait l'équation normale. Donc, c'est quoi l'équation normale? Donc, pour trouver mes meilleurs θ, donc l'optimisation qu'on veut faire, c'est par rapport à θ, donc c'est la fonction du coût par rapport à nos θ. Donc, on veut trouver les meilleurs θ possibles pour avoir le coût minimum. Et donc, on applique la formule, donc x transposé fois x, donc l'inverse de cette matrice, multiplié par x transposé fois y. Tel que x transposé, c'est exactement ce qu'on avait vu en TP. Donc, c'est pour la vectorisation. Donc, chaque x, je vais le représenter par un vecteur. Ça, on le sait déjà. Donc, le x, c'est le descripteur d'une donnée, d'un exemple donné. Donc, il a une taille n. N pour le nombre de descripteurs, ça commence par 0. Donc, une taille de n plus 1. Donc, un descripteur plus le 1 qu'on rajoute à chaque fois. L'intercept ou le biais. Je construis donc une matrice X, la même qu'on avait construite durant le TP. Donc, chaque exemple que j'ai ici, je vais le transposer et mettre en ligne. Donc, première ligne, c'est le premier exemple. Deuxième ligne, c'est le deuxième exemple. Troisième ligne, troisième exemple, etc. Jusqu'au mème exemple. Et là, remarquez que je commence par x1, le premier exemple. Donc, la taille ici, c'est m. Et le dernier exemple, c'est le mème exemple. Donc, je ne vais pas commencer par l'exemple numéro 0. Donc, je transpose ce vecteur, je construis la matrice X. La matrice X aura n lignes et n plus 1 colonnes. n plus 1 parce que j'ai rajouté donc le biais de x0. Les Y, c'est toujours un vecteur. Un vecteur à m dimensions. Donc, les m exemples que j'ai. Donc, chaque exemple aura sa valeur de sortie, sa valeur, etc. Donc, Y1 pour X1, Y2 pour X2, etc. Et donc, en appliquant cette formule, j'aurai donc une matrice qui est de taille n plus 1 fois m, c'est la transposée, X transposée, donc vu que X est de taille m fois n plus 1, X transposé sera de taille n fois m. Donc, c'est ce que j'ai mis ici pour les dimensions. Donc, j'ai une matrice de n fois m que je vais multiplier par une matrice de m fois n plus 1. Et en fait, cette multiplication qu'on fait ici, ce sera beaucoup plus pour pouvoir calculer la matrice inverse. Vous savez qu'on a besoin d'avoir une matrice carrée pour pouvoir calculer la matrice inverse. Donc, on fait la multiplication x transposé fois x. Ça va nous donner une dimension de n fois 1 fois n fois 1, n plus 1, pardon, n plus 1 fois n plus 1, donc le nombre de lignes de la première matrice et le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Et le m, bien sûr, ça doit être égal à ça pour pouvoir faire une multiplication. Donc, ce que j'aurai ici, ça sera une matrice carrée de taille n plus 1 fois n plus 1. J'inverse ça aura toujours la même taille. Je multiplie par x transposé, donc ma matrice x qu'on va transposer. Donc, pareil, ça va être n plus 1 ligne et m colonnes. Donc, le nombre de colonnes est égal au nombre de lignes, on est bon. Donc, on peut faire notre multiplication. Et ça, donc la sortie de cette multiplication, ça aura le nombre de lignes de la première matrice et le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Donc, on aura n plus 1 fois m que je multiplie par le vecteur y. C'est ce qu'on a ici. Donc, on multiplie par le vecteur y qui a m lignes et une colonne. Donc, m colonnes pour la première matrice, m lignes pour la deuxième matrice, on est bon, on peut faire notre multiplication et on sortira avec un vecteur qui est de taille n plus 1 fois 1. Et c'est exactement la taille de notre θ, donc θ qui sera relatif à chaque x dans le vecteur caractéristique. Donc le premier pour le biais et pour tout le reste, donc on aura n θ, donc de θ0 jusqu'à θn. Et donc on pourra donc définir directement avec cette équation qu'on appelle l'équation normale, les paramètres θ. Et on n'a pas besoin d'itération, donc directement la définition des paramètres θ. Donc, à votre avis,
c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est quoi le problème avec l'équation normale? Qu'est-ce qu'on aura gagné avec la descente du gradient? Donc, si vous regardez cette matrice, c'est quoi les problèmes qu'on peut rencontrer? Si vous regardez, pardon, cette équation. Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer en utilisant l'équation normale? Donc, je répète, l'équation normale, c'est une autre façon de trouver les paramètres de notre fonction hypothèse. Très bien, très bien. La matrice non inversible, premier problème, donc, on peut avoir une matrice non inversible, c'est vrai. Donc, c'est un problème qu'on peut avoir dans la résolution de ce système avec l'équation normale. Et donc, comme solution, en fait, une matrice inversible, ce qui peut arriver pour avoir une matrice qui est non inversible, c'est parfois d'avoir à l'intérieur des vecteurs qui sont linéairement dépendants. Et donc, pour que les vecteurs soient linéairement indépendants, on doit essayer de trouver quelques techniques. On verra ça plus tard, donc par rapport aux valeurs propres et aux vecteurs propres. On a plusieurs techniques pour résoudre ça. Donc ça, c'est pour résoudre l'invertibilité. Une autre solution pourrait justement de chercher des vecteurs qui sont linéairement dépendants par une certaine logique. Par exemple, si je prends le descripteur qui est le salaire, qui est x1, et je vais prendre x2, qui est aussi le salaire, mais que j'aurais divisé par 1000. J'ai fait une erreur en préparant mon ensemble de données. Et pour la première caractéristique, j'ai dit que la première personne était payée 20 000 dinars, deuxième 30 000, troisième 50 000, quatrième 20 000, etc. Pour x2, je vais dire 20, 30, 50, 20. Donc, en fait, c'est la même variable. Donc, ce qu'on va essayer de chercher, on va essayer d'éliminer les variables qui sont une reproduction d'une variable précédente, que ça soit une puissance carrée, que ça soit une multiplication, une caractéristique qui est l'addition de deux caractéristiques, etc. Donc, un petit peu essayer de contourner le problème d'inversibilité. On peut aussi utiliser donc, par programmation ou même mathématiquement donc, une matrice pseudo-variable, la matrice pseudo-inverse pour résoudre ça. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, à votre avis? Quel est, à votre avis, le deuxième problème qu'on peut avoir ici? C'est un problème informatique. Hein? C'est lent. Très bien, c'est lent. Pourquoi c'est lent? En fait, ce qui se passe dans l'équation normale, c'est qu'on aura donc la construction quand n est très grand, quand n est très grand, très bien. Donc, quand n est très grand, quand m aussi est très grand, quand n est beaucoup plus grand que m, donc on a beaucoup de caractéristiques et on a très peu d'exemples. Donc ça va nous donner, ça va pas nous donner une bonne solution. Ça va être lent, ça va impliquer beaucoup trop de calculs. On aura construit une matrice beaucoup trop grande. Et donc, c'est coûteux. C'est plus coûteux que la descente de gradient. Prend beaucoup de temps à calculer. Donc, invertir une matrice, ça, c'est coûteux aussi pour la machine. Donc, effectivement, donc on a quelques problèmes avec l'équation normale. Et surtout, donc, quand on a les données, quand on a beaucoup trop de données, l'équation normale, il est beaucoup plus préférable d'utiliser la descente du gradient, donc qui est un algorithme itératif et qui ne va pas chercher à trouver tous les paramètres en même temps. Et les meilleurs paramètres surtout en même temps. Voilà, donc c'est le point sur lequel je voulais un petit peu m'arrêter. Et comme ça, on aura une idée de comment résoudre le problème de l'optimisation du coût sans passer par un algorithme itératif et sans ne pas savoir où on va. Donc, savoir avoir la fonction,
dériver cette fonction, avoir la solution parfaite, donc la pente parfaite, et trouver donc les meilleurs paramètres en une seule instruction. Donc ça, dans votre ETP, vous pouvez aussi implémenter ça, donc c'est très simple à implémenter, et vous pouvez vous-même donc essayer de comparer entre la descente de gradient, telle qu'on l'a vu, et l'équation normale. Voilà, donc c'est ce que je disais. Donc on peut sélectionner quelques caractéristiques, appliquer la matrice pseudo-inverse. Donc pareil ici, vous pouvez vous amuser si vous voulez. Donc à essayer de chercher comment on a trouvé ça. Donc pour les plus brillants, je sais que vous pouvez trouver ça. Donc essayez de faire ça et ça vous fera un petit exercice intéressant à voir. Donc, comment on a trouvé nos θ à partir donc, de l'équation de notre coût. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici par rapport à l'équation normale, s'il vous plaît? Très bien. Donc, je pense qu'on peut passer à la régression logistique. Mais juste avant de passer à la régression logistique, j'avais aussi des petites remarques. Normalement, on va en reparler, mais je vais donc parler rapidement de la descente de gradient par batch. On appelle ça batch gradient descent, stochastic batch gradient descent. Donc, en fait, parfois, ce qui nous arrive, donc vous vous rappelez, dans la vectorisation, ce que j'avais expliqué durant le TP, et c'est ce qu'on construit ici, en fait. Hein. Donc, la matrice qu'on a construite ici, c'est ce qu'on a construit dans le TP. On a dit que la vectorisation nous faisait gagner beaucoup plus de temps. Et donc, parfois, ce qui arrive, c'est que lorsque j'ai beaucoup trop d'exemples, donc M est beaucoup trop grand, notre matrice, donc même si on applique une vectorisation, on aura une beaucoup trop grande matrice. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est parfois de prendre un sous-ensemble de notre base d'apprentissage qu'on appelle batch. Ça, c'est très utilisé aussi en apprentissage profond. Donc, on prend un batch, une partie, et on va mettre à jour nos paramètres avec seulement cette partie. On prend une autre partie, donc je mets à jour mes paramètres, θ de 0 jusqu'à θj, donc grand θ en fait. Donc on met à jour notre θ avec la descente du gradient sur un ensemble d'apprentissage. Ensuite, on passe à un autre bout de notre ensemble d'apprentissage et on met à jour nos θ. Et on passe à un autre bout jusqu'à terminer notre ensemble de données. Dès qu'on termine, c'est là où on aura parlé d'une itération. Et on reprend notre itération, notre deuxième itération, et on prend nos batchs. Donc, un batch, c'est un petit sac de données, un petit sac d'exemples que je vais utiliser. Stochastic batch. Donc, au lieu de prendre ordonné, donc on va essayer de prendre aléatoirement des données au nombre qu'on a défini. Donc, je vais dire batch égale à 50. Donc, je vais prendre 50 données aléatoirement. Donc, tout ce qui est stochastique est aléatoire. Donc, je prends aléatoirement quelques données que je vais donner à mon algorithme de descente de gradient qui va trouver les meilleurs paramètres et je passe à un autre batch et ainsi de suite pour faire le passage sur tout mon ensemble de données et je reprends à l'itération numéro 2. Donc ça, c'est juste une petite remarque, mais on essaiera de rentrer un petit peu dans sa théorie plus tard dans le semestre. Voilà, donc c'était juste mes deux petites remarques pour clôturer la régression linéaire multivariée. Y a-t-il des questions jusqu'ici ou ça va, on passe? Des questions, des remarques? Bien. Donc, s'il n'y a pas de remarques, je pense qu'on peut passer à la partie suivante. Donc, qui est la régression logistique. Alors, avant d'aller à la régression logistique, avant de passer à la régression logistique, essayons de rappeler ce qu'on a fait dans la régression linéaire et essayons
un petit peu de voir est-ce que c'est possible d'utiliser la régression linéaire pour nos données qui sont des données discrètes. Donc, régression logistique, c'est quoi? C'est tout simplement une classification. Et vous vous rappelez, donc, au premier cours, on avait parlé de régression et de classification. Donc, régression lorsque notre output était continu. La classification était lorsque notre output était discret. Et pourquoi on utilise le terme régression? C'est juste pour des raisons historiques. Donc, on a utilisé le terme régression logistique pour la classification. Et on a gardé ça, mais ne pas confondre avec la régression où le output est continu. Donc, c'est une classification, ce n'est pas une régression, c'est juste l'appellation. Donc, quand vous voyez régression logistique, vous pensez directement à classification et non pas à régression. Donc, la classification, c'est quoi? On l'a déjà vu. Donc, c'est prédire une classe donnée lorsqu'on est dans une classification binaire, comme le cas qu'on est en train de voir ici. Donc, classifier une tumeur en bénigne ou maligne. Donc, c'est soit 1, soit 0. Dans notre cas, on va considérer la tumeur bénigne comme étant la classe 1 et non la tumeur maligne comme étant la classe 1 et non 1, c'est la classe bénigne. Non maligne, c'est la classe bénigne. Donc 1 ou bien 0. Donc classe négative, 0. Classe positive, c'est 1. Et classe positive pour tumeur maligne. Ce que j'ai sur l'axe des abscisses, ça va être la taille de la tumeur. Donc si jamais j'ai envie de classifier une tumeur donnée par rapport à sa taille. Donc tout ce que j'ai ici, c'est des tumeurs bénignes, et on voit que la taille est de ce côté-là. Et tout ce qu'on aura ici, c'est des tumeurs malignes, et leur taille est de ce côté ici. Donc leur taille est plus grande que celle des tumeurs bénignes. C'est ce que je remarque à première vue. Donc si on essayait d'appliquer une régression linéaire, donc on dessinerait donc une fonction hypothèse qui est une ligne. Dans notre cas, c'est une ligne. J'ai une seule caractéristique qui est la taille de la tumeur. Donc Hθ de x, c'est θ0 plus θ1 fois x. θ1, donc fois la taille de la tumeur. Et j'aurai donc une ligne qui représente notre hypothèse. Notre problème, ce n'est pas un problème de régression. Je ne cherche pas un output réel, mais je cherche plutôt un output entier. Soit 0, soit 1. Donc la solution, si je veux utiliser une régression linéaire, c'est de définir un certain seuil et de dire, voilà, si la fonction hypothèse est supérieure à ce seuil, je vais considérer que c'est la classe 1. Si ma fonction hypothèse est inférieure à ce seuil, je vais considérer que c'est la classe 0. Et je prends une décision, est-ce que c'est une tumeur bénigne ou bien maligne? Donc si l'hypothèse est supérieure à mon seuil que j'ai défini étant un 0,5, je vais considérer que la tumeur est maligne. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc si Hθ de x est supérieur ou égal à 0,5, alors y égale à 1. Y égale à 1, donc on a bien dit que c'était la classe positive et qui est la tumeur maligne. Alors, si je dessine, donc si je dis que le seuil, c'est 0,5, qui est le seuil sur ma fonction hypothèse. Mon output, c'est ma fonction hypothèse. Donc, si je définis que ça, c'est mon seuil, donc je fais, j'essaie de retourner ici mon x, qui est la taille de la tumeur, qui correspond à ce seuil 0,5. Et je vois bien ici que tous les x qui sont là vont me donner une classe positive. Et tous les x qui sont à gauche vont me donner la classe négative. Donc ici, c'est la classe négative. Je vais changer ça, sinon j'oublierai tout à l'heure. Donc tout ce qu'on aura à gauche, c'est la classe négative, et tout ce qu'on aura à droite, c'est la classe positive.
notre problème avec la régression, donc la régression linéaire, si je m'arrête ici, sur cet exemple, on n'aura pas de souci. Donc, ça correspond. Donc, si j'ai quelque chose ici, ça marche. Si j'ai quelque chose là, ça marche. Donc, on n'aura pas de problème. Notre problème, c'est lorsqu'on a un exemple qui est complètement éloigné. Et si cet exemple, donc, première chose qu'on va remarquer, c'est que si je fais... j'aurais dû le dessiner un peu plus haut, donc je peux le dessiner un petit peu plus haut. Donc, premier problème qu'on aura, c'est que ce point, il peut être, donc mon hypothèse peut être supérieure à 1. Déjà, ça, on le verra plus tard, pourquoi c'est un problème. Deuxième problème, c'est que si j'utilise ce point pour construire ma fonction linéaire, ma fonction hypothèse, donc j'aurai cette deuxième ligne. Donc cette deuxième ligne que j'ai là, donc pour le seuil de cette ligne, si je retombe le point ici, donc c'est ce point qui va me définir les classes positives et les classes négatives. Donc, je pense que c'est meilleur d'utiliser PowerPoint. Donc si j'ai ça, donc on a défini des exemples négatifs ici et des exemples positifs de ce côté. Et on a dit, donc on a dessiné une première ligne. Ensuite, on a eu une nouvelle observation et on a utilisé cette observation pour dessiner ma ligne. Donc, je suis toujours à la phase d'apprentissage. Donc, si on fait ça, j'aurai un exemple qui est bien éloigné ici et je vais dessiner donc ma fonction hypothèse qui devrait un petit peu peut-être passer par là. Mon seuil que j'avais défini plus tôt, le 0,5, serait ici. Donc ça, c'est le seuil 0,5 qu'on a défini. Et donc, si je retombe ça sur les abscisses, donc j'aurai un point juste là. Et en fait, ce que me dit ce point, donc si je prends ce seuil et dire que tout ce qui est en haut du seuil, toute hypothèse supérieure à ce 0,5 va me donner des exemples positifs et tout ce qui est inférieur va me donner des exemples négatifs. Donc en fait, si je retombe ça, en fait ça me dit que de ce côté, je vais avoir des exemples positifs et de ce côté, je vais avoir des exemples négatifs. Mais en fait, si on fait ça, donc tous les exemples qu'on a eu précédemment sont inférieurs à la valeur de x qui correspond au 0,5. Donc je vais considérer que tous ces exemples sont des exemples négatifs, alors que ce ne sont pas des exemples négatifs. Pourquoi? Parce que j'ai eu des points qui ont forcé la ligne séparatrice à avoir cette forme. Et si je garde toujours mon seuil qui est égal à 0,5, donc je vais négliger tous ces points en les considérant que ce sont des points négatifs. Donc c'est des tumeurs bénignes, alors que ce ne sont pas des tumeurs bénignes. Même au niveau de l'apprentissage, je sais que ce sont des tumeurs malignes. Donc là, c'est un exemple flagrant qui nous dit que la régression linéaire ne marche pas dans ce cas. Pourquoi? Parce que je suis en train on est en train de se baser sur un seuil qui n'est pas adapté à l'ensemble de nos données et qui n'est pas adapté au problème de la classification. Donc ça, c'est un problème. Donc, notre premier problème, on avait dit que la probabilité que je peux avoir ici peut être une probabilité, pardon, pas la probabilité, donc l'hypothèse que je peux avoir ici peut dépasser 1, peut être beaucoup plus grande que 1, alors qu'on est sur une classification où votre objectif idéalement serait d'avoir une certaine probabilité qui me dira, voilà, j'ai 50% de chance que cette tumeur soit bénigne, 50%
que cette tumeur soit maligne, ou 30, 70, etc. Donc l'idéal dans une classification, ce serait d'avoir un pourcentage et non pas avoir une valeur beaucoup plus grande que 1 ou beaucoup plus petite que 0. Donc voilà, donc pour répondre à ces deux grands problèmes, donc premier problème, c'est que la fonction hypothèse peut être différente de 1, supérieur à 1 ou inférieur à 0. Et deuxième problème, c'est le seuil. Donc comment choisir le seuil pour une fonction telle que celle-ci, sachant que la ligne la ligne hypothèse qu'on va dessiner va être affectée par les points qu'on va utiliser dans la phase d'apprentissage. Et donc, comme solution à ce problème, donc on propose la régression logistique. Pourquoi logistique? Donc, on verra pourquoi le terme logistique. L'objectif de la régression logistique, c'est d'abord d'avoir une hypothèse qui soit comprise entre 0 et 1. Une fois que notre hypothèse est comprise entre 0 et 1, on peut donner des décisions par rapport à l'appartenance d'un exemple donné à une classe donnée. Donc, c'est quoi la régression logistique? Pour faire une régression logistique, on a besoin d'appliquer une fonction logistique. Donc, d'où le nom régression logistique. La fonction logistique qu'on utilise le plus souvent, c'est la fonction sigmoïde. Donc, sigmoïde ou logistique, c'est très souvent utilisé comme synonyme en apprentissage automatique. Donc, la fonction sigmoïde, c'est donc simplement je prends l'hypothèse qu'on a construite pour notre régression linéaire et à laquelle on va appliquer une fonction sigmoïde. Donc, une fonction sigmoïde, c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins notre hypothèse. Donc, à la base, une sigmoïde, c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins z. Donc, z, je prends ce que je veux à l'intérieur. Donc, dans ce cas, z est égal à notre fonction hypothèse qui est θ transpose fois x. Donc, l'équation de notre ligne, donc l'équation linéaire de notre ligne qu'on a définie pour la régression linéaire. La fonction logistique ou la sigmoïde aura toujours cette forme. Donc, elle sera donc la fonction g de z, la fonction sigmoïde pour une certaine variable z, va toujours être comprise entre 0 et 1, de telle sorte que si notre z tend vers moins l'infini, g de z va tendre vers 0, et si notre z tend vers plus l'infini, notre g de z va tendre vers 1. Et donc, quel que soit le contenu de notre ligne, si notre ligne a une très grande valeur, ça va donc nous donner une valeur qui se rapproche de 1, donc 0,9, 0,98. Et en fait, ça signifie simplement donc 98% de chances d'appartenir à la classe 1. Et inversement, donc si j'ai une très petite valeur de ma fonction hypothèse, donc on aura une petite probabilité d'appartenance toujours à la classe 1. Donc voilà. Donc comment on interprète la régression logistique? Donc je prends hθ de x, donc en fait hθ avant qui était seulement θ transpose fois x, maintenant est égal à g de θ transpose x. Donc, on ne va plus confondre ça. Donc, hθ, on ne va plus le confondre avec l'équation linéaire, mais ça va être la sigmoïde de la fonction linéaire. Donc, hθ, donc, au final, va nous donner des probabilités d'appartenance à la classe 1. Donc, la probabilité que y est égal à 1 pour une entrée, pour un input x. Donc, exemple, si ma fonction hypothèse est égale à 0,3, donc, si je suis ici, donc il y a 30% de chances que la tumeur soit maligne. Donc c'est toujours, donc on va toujours prendre le pourcentage de la sortie de notre fonction hypothèse comme le pourcentage d'appartenance à la classe numéro 1. Je considère toujours que c'est la classe numéro 1.
Et en fait, pour avoir la classe numéro 0, pour avoir la classe 0, j'ai juste besoin de faire une soustraction. Donc, pour une écriture probabiliste, j'aurai donc l'hypothèse hθ de x, c'est la probabilité que y est égal à 1, sachant x qui est le vecteur descripteur et les paramètres θ. Donc pour un x donné, donc si j'ai la taille d'une tumeur, je vais chercher la probabilité que cette tumeur soit maligne, sachant que j'ai cette taille, 3 mm, et ce θ. Donc le θ qui est le paramètre qu'on obtiendra. Donc on va en discuter tout de suite. Donc comment obtenir les paramètres θ. Ce qu'on sait dans les probabilités, c'est que la probabilité de y est égale à 0 plus la probabilité de y est égale à 1 est égale à 1. Et en fait, quel que soit le nombre de classes que j'ai, la somme de leur probabilité est toujours égale à 1. Et donc, on va juste rajouter le sachant. Donc, notre sachant que sachant x et θ, sachant la donnée, donc le vecteur caractéristique, et θ qui sont les paramètres de notre modèle, de notre fonction hypothèse. Donc voilà, donc si je veux trouver la probabilité que la tumeur soit bénigne, donc je vais tout simplement prendre le output de ma fonction hypothèse et je vais le soustraire à 1. Et ça va me donner donc la probabilité que la donnée que j'ai en entrée appartient à la classe 0. Donc, quand est-ce que l'hypothèse va prédire la classe 1 et quand est-ce qu'elle va prédire la classe 0? Donc, on a parlé de seuil tout à l'heure. Donc, je prends le seuil et je vais essayer de voir qu'est-ce qui est au-dessus du seuil et qu'est-ce qui est au-dessous du seuil. Donc, si je prends un exemple, donc je prends la fonction hypothèse donc la fonction sigmoïde d'une ligne d'un point plutôt, avec deux caractéristiques. Donc je suppose x1 et x2. Donc ma fonction hypothèse est égale à θ0 plus θ1 fois x1 plus θ2 fois x2. Donc, et je veux prédire quand est-ce que y est égal à 1. Donc en fait, si je prends pour cette fonction donnée, pour cette équation linéaire, je prends l'exemple que θ est égal à moins 3, θ0 est égal à moins 3, θ1 est égal à 1 et θ2 est égal à 2. Donc si je voulais dessiner ça, si je prends x1 et x2, je vais supposer que j'ai quelques tumeurs donc, dans ma base de données. Donc des tumeurs, ici, on va supposer que c'est des tumeurs malignes et de ce côté-là, c'est des tumeurs bénignes. Donc ma fonction hypothèse, donc c'est h θ de x, qui est la sigmoïde de θ0, c'est moins 3, plus x1 plus x2. Ce qu'on sait dans une fonction hypothèse, c'est que donc, si j'ai un seuil donné, la fonction sigmoïde va se rapprocher de 1 lorsque le Z est supérieur à 0 et elle va se rapprocher de 0 lorsque le Z est inférieur à 0. Donc c'est ce qu'on sait. Donc ça, c'est notre fonction sigmoïde G de Z. Donc je vais dessiner ça aussi. Donc si je reprends la fonction sigmoïde,
Donc ça, c'est Z. Et ça, c'est la fonction sigmoïde, donc de Z. Donc ça, c'est le 0. Et on sait que, quel que soit le Z qu'on a, ici j'ai un 1, ici j'ai 1, donc notre seuil qui est le 0,5. Donc le passage par 0 va être lorsque G de Z est égal à 0. Donc ce qu'on sait, c'est que lorsque notre Z est supérieur à 0, notre fonction G de Z se rapproche de 1. Et lorsque Z est inférieur à 0, notre fonction G de Z va se rapprocher de 0. Donc, ce qu'on sait, c'est que ce côté, c'est la classe positive, et ce côté, c'est la classe négative. Donc, si je reprends notre exemple, on a supposé que θ est égal à moins 3, 1, 1. Je veux savoir quand est-ce que cette fonction me donne des valeurs positives. Je veux connaître quand est-ce que les tumeurs sont malignes. Donc, ce qu'on va faire, je sais que la fonction G de Z va me donner une probabilité positive lorsque le Z, ce que j'ai ici, est supérieur à 0. Donc, je veux chercher les valeurs de x1 et de x2 pour lesquelles cette valeur, donc θ transpose fois x, est supérieure à 0. Donc, en fait, moins 3 plus x1 plus x2 doit être supérieur ou égal à 0 pour que G de l'hypothèse soit supérieur ou égal à 0,5. Et donc, pour que la classe soit positive. Donc, la classe soit positive. Donc, cette équation nous donne quoi? Nous donne x1 plus x2 soit supérieur ou égal à 3. Je vais juste ramener donc, le moins 3 de l'autre côté. x1, x2 supérieur ou égal à 3. Donc, je commence. Donc, première des choses, je dessine la ligne x1 plus x2 est égal à 3. Donc, si je dessine cette ligne, donc x1, x2, lorsque x1 est égal à 0, x2 est égal à 3. Lorsque x1 est égal à 3, x2 est égal à 0. Et donc, c'est ça notre ligne. x1 plus x2 est égal à 3. Premier point. Deuxième point. Donc, ici, j'ai un 3. Ici aussi, j'ai un 3. Donc, en fait, ma ligne va être celle-ci. Donc, ça, c'est la ligne. x1 plus x2 est égal à 3. Mais nous, on est en train de chercher quand est-ce que x1 plus x2 est supérieur à 3. x1, x2 est supérieur à 3, bien sûr, c'est de ce côté-là. Et donc, quand est-ce que la probabilité d'avoir G, donc la sigmoïde de l'hypothèse, est supérieure à 0,5, donc quand est-ce que je vais me rapprocher de la probabilité est égale à 1, je vais me rapprocher de la probabilité est égale à 1 au-dessus de ma ligne. Donc, toutes ces valeurs que j'aurai ici vont représenter la classe positive. Et inversement, donc la classe négative sera de ce côté-là, donc au-dessous de ma ligne. Donc, si on veut interpréter la fonction sigmoïde veut dire simplement, donc je prends ce qu'il y a à l'intérieur, donc l'hypothèse doit être supérieure à 0 pour avoir la probabilité égale se rapprochant de 1. Donc, pour avoir les classes positives. Donc, les classes positives seront toujours lorsque l'hypothèse est supérieure à 0. Donc, schématiquement, avec un petit exemple, c'est équivalent à dessiner une ligne, un plan, un hyperplan, qui va me séparer les données
de telle sorte que les données qui sont au-dessus de la ligne séparatrice appartiennent à la classe 1 et celles qui appartiennent à la classe négative seront au-dessous de la ligne. Si je reprends le même exemple, et je vais mettre moins 1 ici et moins 1 ici, en fait, je vais me retrouver avec les classes positives du côté bas et les classes négatives du côté haut. Donc, ça dépendra de ce que j'ai comme paramètre ici. Donc, ça c'est la représentation un petit peu. Et si on fait le lien un petit peu avec ce qu'on avait vu très rapidement avec les machines à vecteurs de support, si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y aura une ligne séparatrice et on appelle ça en apprentissage automatique la limite de décision ou decision boundary. Donc, vous trouverez ça très souvent. On va le voir justement plus en détail dans les machines à vecteurs de support. Donc voilà, l'intuition derrière la fonction sigmoïde, c'est de dire, donc, tout ce qui est à l'intérieur de ma sigmoïde doit être positif pour que la sigmoïde se rapproche de 1. Et tout ce qui est à l'intérieur de la sigmoïde doit être négatif pour que la sigmoïde se rapproche de 0. Et ce qu'il y a à l'intérieur, justement, c'est ce qu'on va trouver avec l'apprentissage. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une fonction linéaire. Donc, ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est juste des fonctions linéaires à laquelle on a rajouté une sigmoïde, donc une fonction logistique. Mais sinon, tout ce qui est à l'intérieur, on est toujours dans des fonctions linéaires. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Madame. Oui. Le point 005, علاه هزيناه مع les classes positifs ما هزيناش مع les classes négatives. Le point 0,5. Ah, ici, parce qu'on a mis hypothèse supérieure ou égale à 0,5. Et si elle est strictement inférieure, il y aura une négative. Mais ici, vous pouvez changer. Hein, donc, ça peut être supérieur ou strictement supérieur. Ici, vous allez mettre inférieur ou égal. Ah, c'est l'hypothèse, d'accord. Bien, d'autres questions? Très bien, donc s'il n'y a pas de questions, on avance. Alors, qu'est-ce que j'avais autre chose à rajouter? Normalement, non. Maintenant, donc, on passe à la fonction de coût. La fonction de coût va être différente de la fonction de coût qu'on a vue dans la régression linéaire à cause de l'intégration de la sigmoïde, justement. Donc, du moment qu'on a une sigmoïde, on a besoin de faire recours à une fonction logarithmique. Donc, pour la fonction de coût, donc lorsque y est égal à 1, la fonction de coût sera égale à moins logarithme l'hypothèse de x. Et lorsque y est égal à 0, donc ça va être moins logarithme de 1 moins notre hypothèse. Donc cette fonction, ce qu'elle va représenter, donc si je dessine ça, alors, donc hθ et en fonction de notre coût. On va dessiner. Donc en fait, ça aurait quelque chose
Donc, c'est ce qu'on aurait pour notre fonction logarithmique. Donc, lorsque y égale à 0 et lorsque y égale à 1. Et la partie qui nous intéresse, donc ça va être cette partie et cette partie. Donc, c'est ce qu'on aura ici. Donc, moins logarithme de l'hypothèse, donc selon mon hypothèse ici. Donc, ça va être moins logarithme lorsque y est égal à 1. Et là, je vois bien que lorsque y est égal à 1 et mon hypothèse se rapproche de 1, l'erreur est en train de se rapprocher de 0. Et c'est ce que me donne exactement le logarithme. Et lorsque mon étiquette réelle est égale à 1 et ma fonction hypothèse se rapproche de 0, le coût sera maximum. Et tout ce que j'ai entre deux, donc ça va être la différence entre la probabilité d'appartenance et la classe réelle. Donc, inversement, lorsque la classe prédite ou bien l'hypothèse prédite se rapproche de 0 et la classe réelle est égale à 0, donc ma fonction de coût se rapproche de 0 et lorsque la fonction prédit une probabilité qui se rapproche de 1, alors que la classe réelle est égale à 0, donc mon erreur va être maximale. Donc, elle prendra bien sûr donc, les valeurs les plus grandes. Et c'est ce que me donne donc, la fonction logarithme en utilisant donc, la fonction hypothèse comme variable de la fonction logarithme. C'est plus intéressant que d'utiliser la fonction de coût telle qu'on l'a déjà vue, parce qu'on est en train toujours de traiter des probabilités et c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser la fonction logarithme. Alors, ce qu'on a ici, c'est une fonction qui est séparée entre la classe positive et la classe négative. Ce qu'on aimerait faire, surtout plus tard, lorsqu'on commencera à faire nos implémentations, c'est d'avoir une fonction de coût unique qu'on va essayer de minimiser. Et donc, si on essayait de fusionner ces deux équations en une seule équation, donc on va retomber sur cette équation. Donc, pour le coût, ça va être donc le coût de l'hypothèse et Y. Et je sais que pour le coût de l'hypothèse, j'ai deux possibilités. Soit Y est égal à 1, soit Y est égal à 0. Donc, pour chaque exemple, je vais multiplier notre Y par le logarithme de l'hypothèse plus 1 moins Y fois le logarithme de 1 moins l'hypothèse. Et si vous voyez ici, donc 1 moins l'hypothèse, c'est lorsque la classe est égale à 0, et moins l'hypothèse, c'est lorsque la classe est égale à 1. Donc ici, on a juste sorti le moins 1 à l'extérieur de la sommation. Hein. Donc, si on imagine ici que y est égal à 0, donc 0 fois logarithme, ça, on va enlever, et on va garder, ça me donne 1. Donc, on va garder la deuxième partie qui était lorsque y est égal à 0. Donc, 1 moins logarithme à 1 moins hypothèse. Donc, logarithme 1 moins hypothèse. Donc, lorsque y est égal à 0, lorsque y est égal à 1, c'est ça qu'on va éliminer et on va garder y et on va garder log de l'hypothèse. Donc, log de l'hypothèse. Moins log de l'hypothèse, donc c'est juste qu'on a sorti donc, le moins 1 ici. Donc ici, c'est une écriture, donc c'est la même écriture qu'on a ici, c'est juste une écriture compacte. Pourquoi on a utilisé d'abord cette définition? Parce qu'on aura donc une fonction logarithme pour la classe y égale à 1 et une autre fonction logarithme pour la classe égale à 0, pour la classe 0, pour la classe y égale à 0.
Donc, ce sont deux fonctions différentes. Donc, on passe d'abord par les deux fonctions. Ensuite, on va juste les compacter pour avoir une seule fonction unique qu'on va essayer de minimiser. Donc, pour la minimisation, on peut utiliser exactement le même algorithme de la descente du gradient qu'on a déjà vu. Et en fait, le coût va être calculé donc, comme la formule qu'on vient de voir, donc 1 moins 1 sur m fois la somme de la classe multipliée par le logarithme de l'hypothèse, plus 1 moins la classe fois le logarithme de 1 moins l'hypothèse. Si on veut minimiser le coût, donc on va répéter la dérivation du coût par rapport à θj et qu'on va soustraire à θj, bien sûr, en utilisant un taux d'apprentissage. Donc ça, on connaît déjà. Je n'ai toujours pas rajouté le dernier slide. Donc pour le dernier slide, j'ai oublié de le rajouter. Donc pour la dérivée du coût, en fait, c'est exactement la même dérivée qu'on a utilisée pour la descente du gradient pour la régression linéaire. Donc en fait, c'est exactement la fonction qu'on a ici. Donc c'est hθ de x moins y fois xj. Donc pour chaque θj. C'est θj. Donc la dérivée du coût par rapport à θj, c'est 1 sur m, la somme, i allant de 1 jusqu'à m, donc pour tous les exemples, de notre hypothèse, moins y fois bon, ici il y a une parenthèse en plus. Donc c'est l'hypothèse moins y fois xj. Et en fait, pourquoi c'est la même dérivée ça va être la même dérivée, donc même si vous essayez de démontrer ça. Et ce qui a changé dans la régression logistique, c'est notre hypothèse qui est remplacée ici par g de h de x, donc g de θ fois x, donc g de la fonction linéaire. À part ça, donc c'est exactement la même dérivée qu'on va utiliser pour la descente du gradient. En calculant donc notre hypothèse, le calcul de l'hypothèse, c'est la seule chose qui a changé. Sinon, on garde exactement la même dérivée et on met à jour, bien sûr, donc par rapport, donc on met à jour θj à chaque itération. Est-ce que j'ai fait ça? Donc voilà. Donc, le coût ici, la dérivée du coût, c'est exactement la dérivée du coût qu'on a là. Je multiplie par mon vecteur xj. Voilà, donc c'est tout ce qui était lié à la régression. Je voulais aussi parler de la régression logistique multiclasse. Donc lorsqu'on a plusieurs classes, en fait, pour cet algorithme et pour le cas où on a plusieurs classes, donc on va pareil adopter comme on l'avait fait au premier TP, donc on va adopter une classification 1 contre tous. Et donc on prendra donc toujours, ce sera toujours une classe binaire, ce sera toujours une classification binaire, donc ce sera toujours la classe 1 et 0, sauf que si j'ai 4 classes, donc je vais prendre la classe 1 contre toutes les autres classes qui vont être considérées la classe 0. Ensuite, je prends la classe 2 avec toutes les classes qui restent, qui vont être considérées la classe 0,
la classe 3, la classe 4. Ensuite, je vais essayer de trouver, de maximiser la probabilité d'appartenance à la classe. Donc, je vais essayer de trouver le classifieur, le modèle, l'hypothèse qui m'a donné la plus grande classe, la plus grande probabilité pour telle ou telle classe. Donc, si je prends un classifieur, donc si j'ai une donnée, on va supposer une donnée X. Donc, si je prends X, donc on va supposer que c'est un certain vecteur, je ne sais pas, X0, X1, et je veux savoir quelle est la classe, et on suppose que j'ai 3 classes, donc la classe 1, la classe 2 et la classe 3. Donc je vais appliquer mon hypothèse sur X, mais j'ai une hypothèse pour la classe 1, une hypothèse pour la classe 2 et une hypothèse pour la classe 3. On aura 3 modèles de régression logistique pour chaque classe. Ça va nous donner un vecteur avec des probabilités d'appartenance à la classe 1. Donc je vais dire 0,5 et 0,5. Donc ça, c'est le output que m'a donné le premier classifieur. Deuxième classifieur, on va supposer qu'il m'a donné une classification de 0,8 et 0,2. Et enfin, le classifieur 3, qui m'a donné une classification de 0,3, 0,7. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de maximiser la probabilité d'appartenance à telle ou telle classe. Donc, en fait, ça me donne un vecteur qui est de 0,5, 0,8 et 0,3. Bien sûr, ce vecteur, ce n'est pas un vecteur de probabilité où la somme est égale à 1. On va juste l'utiliser pour faire un vote majoritaire, enfin un vote, pour trouver la probabilité maximale. Et donc, avec les 3 classifieurs, avec les 3 fonctions hypothèses, avec les 3 régressions logistiques, on a trouvé que le plus grand pourcentage, c'est 0,8. Et dans ce cas-là, donc c'est la classe 2 qui va être considérée comme la classe de l'exemple donné. Donc en fait, on prend une multiclasse, on la transforme en classification binaire, on entraîne plusieurs classifieurs. Donc ça, c'est la classe 1 contre tous. Ça, c'est la classe 2 contre tous. Et ça, c'est la classe 3 contre tous. Donc, trois fonctions de régression logistique avec 3 outputs. Je prends la probabilité maximale et je vais dire que mon objet, que l'entité que je voulais classifier appartient à la classe qui m'a donné la plus grande probabilité. Dans notre cas, au classifieur et à la classe qui a donné la plus grande probabilité. Dans notre cas, c'est la classe numéro 2, le classifieur numéro 2, où la première entrée, on le rappelle, la première entrée, c'est toujours la classe positive. La deuxième entrée, c'est la classe négative. Donc ça, c'est tout ce qui reste. Voilà, donc c'était tout ce qu'il y avait à voir par rapport à la régression logistique et à la régression logistique. Donc jusqu'ici, on a fait une classification unique pour une classe et pour multiclassification. Donc on va juste entraîner plusieurs modèles. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Pas de questions? Oh, je pense qu'on a terminé un peu plus tôt que ce que j'avais prévu.
Bon, j'attends vos questions, s'il y a toutes questions. Normalement, c'est tout ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Très bien, tant mieux. Tant mieux. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Bon, eh bien, si c'est clair, je ne vous retiens pas davantage. Je reste 5 minutes, prendre vos questions. Donc, pour multiclasse, on entraîne plusieurs modèles et celui qui nous donne la plus grande probabilité, on choisit comme classifieur. Exactement, exactement. Donc, vous entraînez plusieurs classifieurs, vous définissez, donc dans le cas de la régression linéaire, donc on verra plus tard d'autres techniques et d'autres algorithmes d'apprentissage automatique, mais pour aujourd'hui et pour la régression linéaire, ce qu'on essaiera de faire lorsqu'on a plusieurs classes, c'est d'avoir plusieurs fonctions hypothèses de régression logistique. Et on essaiera de trouver le modèle qui nous a donné la plus grande probabilité. Mais sinon, plus tard, on aura de nouvelles choses à voir. Mais gardez en tête, pour cette fois-ci, que pour la régression logistique, on va entraîner plusieurs modèles. Plusieurs modèles, chaque modèle, c'est une fonction hypothèse. Bien. Autre question ? مدام Oui. لي ميتريك في لا ريغريسيون عندنا غير لاكور بتاع لوكو بارابور نومبر ديتيراسيون. Le coût par rapport au nombre d'itérations, oui. شوف لا كونفيرجونس برك. Oui, oui. Donc, ce qui est demandé, c'est la convergence. Vous pouvez aussi dessiner le coût par rapport à θ0 et θ1. Donc, vous avez un plot 3D. Vous pouvez dessiner le graphe 3D et voir votre coût par rapport à θ0 et θ1. Donc, je ne sais pas quoi, 3D quelque chose. Mais vous pouvez trouver ça. يعني ما نقدرش نحسبوا لا بريسيزيون رابيل في لا ريغريسيون ما عندناش ماتيريال دو كونفوزيون. Non, il n'y a pas de matrice de confusion pour la régression. La régression, on se base beaucoup plus sur l'erreur quadratique. Mais sinon, non. Il n'y a pas de matrice de confusion parce que ce n'est pas des classes définies. La matrice de confusion, c'est une matrice où on a la classe réelle et la classe prédite. Mais la régression, elle a des valeurs continues. On peut pas créer une matrice de confusion avec des valeurs continues. Sinon, on aura une infinité de valeurs. D'accord. D'autres questions ? Madame, Oui, Madame, j'ai une question, mais pas par rapport à le cours d'aujourd'hui. d'accord. Madame, j'ai essayé d'implémenter la fonction de gradient descent. Ok. Et quand j'ai essayé de faire de l'entraîner avec les données non normalisées, elle était en train de diverger, mais de converger.
Mais qui نديرهم normaliser, elle est en train de converger. Est-ce que c'est normal? Diverger parce que c'est pas normalisé. Oui, mais quand j'ai cherché, bah, en fait, c'est parce que les valeurs, c'était كانوا يكبروا بزاف يولوا infini, يروحوا l'infini, vu que ما كانوش normalisés. Parce que كانوا بعاد بزاف, du coup, les calculs كانوا يبعثوا les valeurs à l'infini. À quoi vous avez initialisé vos paramètres? À zéro, les θ. Votre taux d'apprentissage? 10 moins 5, je crois. 0,0001. D'accord. La normalisation, normalement pas au point de diverger. Normalement, ça devait être plus lent à trouver parce qu'on en frappe plusieurs sauts dans des directions différentes. Est-ce que... Madame, est-ce Oui. qu'on dit que ça sera plus long, mais si on a un nombre d'itérations fixe, on ne peut pas dire que ça sera plus long. C'est la même chose, mais le coût, ما حاش يكون كيف كيف. ماشي plus Oui, voilà, oui, oui, parce que vous n'allez pas tomber sur une convergence. Vous allez prendre plus de temps à converger. Donc, avec le même nombre d'itérations, vous allez avoir une régression moins bonne avec une autre régression avec des données normalisées. Oui, d'accord. Donc du coup, ben là, quand il y a غلطة في la fonction, parce que j'ai révisé plusieurs fois, j'ai pas pu trouver une erreur. C'est pour ça que... Bon, d'ailleurs, j'ai essayé de faire la même chose. J'ai créé un réseau de neurones avec un seul neurone, TensorFlow. La même chose, mais par contre, l'entraînement تاعهم هما il va sauter à l'infini. Mais في تاعي انا الكوست كلشي كنت نشوفه يطلع, كنت نشوفه يروح انفيني هكذا موان انفيني ولا quelque chose comme ça. C'est pour ça que ما فهمتش علاش هما الكوست الاول اللي يجيهم نورمال وبعدها انفيني, مي تاعي كان يطلع. Avec les données qu'on a, avec nos données. Oui. Je sais pas, j'ai pas eu ça. Normalement, pas au point de diverger. Vous avez implémenté vous-même la descente du gradient. Oui, j'ai implémenté moi-même la fonction. D'accord. Je vois pas pourquoi, je vois pas le problème. Normalement, les données qu'on a ne devraient pas diverger, même sans normalisation, normalement. Sauf si je dois revoir. D'accord. Je revois ça avant le prochain TP et on en discutera le prochain TP. D'accord, merci. Merci à vous. D'autres questions?
J'attends encore vos questions si vous avez quelconque question ou remarque. Sinon, je vous remercie et je vous dis à mercredi, Inch'Allah. Donc, mercredi ou jeudi. Merci à vous.